des élèves à l'école constitue un aspect crucial de la vie scolaire. C'est donc le respect des règles d'organisation de la vie collective. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Mes invités et moi vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, dans ce palais, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la discipline en milieu scolaire, un véritable problème de l'heure. Pour en parler, nous avons reçu deux invités qui vont répondre les différentes questions liées à cette thématique. Monsieur Giovanni Apedo Ama, psychologue du travail et des organisations, conseiller d'orientation et responsable de la structure de psychologues réunis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Monsieur Mathieu. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir de me retrouver encore une fois dans cette émission et toujours pour partager nos espérances avec les téléspectateurs. Merci, c'est un plaisir partagé. Et comment est-ce que vous vous sentez? Oh, je vais bien, je rends grâce à Dieu. Voilà, tout va bien. Remercie le Tout-Puissant. Dieu merci. Mademoiselle Adjoa Sardouane, vous êtes étudiante en journalisme à ESIG Global CSS, voilà, et vous êtes aujourd'hui ici avec nous. Comment vous allez? D'abord, bonsoir à toi Mathieu. Oui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui. Je me sens très bien. Ça va. Dieu merci. Alors, j'ai mes deux invités qui se sentent très bien. Nous allons donc démarrer cette émission et je vais m'adresser directement à Monsieur Apedo Ama. Définissez-nous donc la discipline. Ok, merci beaucoup, Mathieu. Alors, nous n'avons pas donné de définition, hein, puisque voilà, si nous devons définir la discipline de façon littéraire ou littérale, si je veux le dire, nous avons un dictionnaire pour ça. Oui. Mais je dirais juste que la discipline, c'est cet ensemble de pratiques qui nous permettent d'assurer le bon fonctionnement, un ensemble de règles et de codes que l'on se donne pour assurer le fonctionnement d'une activité, voilà, un ensemble de règles qui est propre à une communauté. Alors, puisque le terme parle du milieu scolaire, la discipline en milieu scolaire, je peux dire que c'est toutes sortes de pratiques que l'institution scolaire met en place pour permettre aux jeunes ou bien aux élèves de respecter ou bien de suivre les consignes à la lettre et scrupuleusement pour le bon fonctionnement des activités scolaires. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la définition de la discipline. Voilà. Merci, monsieur le psychologue. Et donc, je suis avec une apprenante et je sais que dans les milieux éducatifs, il y a vraiment cette exigence de se plier à la discipline, à la règle ou bien au règlement intérieur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la discipline en milieu scolaire. Et qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme définition par rapport à ce thème? Je dirais la discipline, c'est l'ensemble des règles qui sont mises en place par l'administration d'un établissement pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de ce dernier. C'est-à-dire que les étudiants ou les élèves sont obligés de respecter ces règles-là tant qu'ils sont dans cet établissement. D'accord. Et monsieur Abedouama, qu'est-ce qui est la base de la crise de discipline en milieu scolaire aujourd'hui? Merci beaucoup, Mathieu. Oui. Je dirais que dans le milieu scolaire, aujourd'hui, nous rencontrons plusieurs problèmes. Et je dirais que la crise de la discipline, comme vous le dites, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a un certain nombre de choses et tout ça. Mais bon, puisque, comme vient de le dire ma jeune sœur, c'est un ensemble de règles qu'il faut respecter. Et s'il y a crise, c'est peut-être parce que les disciplines ou bien la règle, ou bien les règles ne sont pas respectées. Ou aussi parce que peut-être les règles ne sont pas bien établies. Ou peut-être il y a un certain nombre de facteurs qui ne sont pas pris en compte dans l'établissement de ces règles-là. Voilà. Alors, parler de crise, je dirais peut-être que c'est trop fort, mais une absence de discipline, une fuite en avant des responsables d'établissement, voilà, c'est ce dont moi je vais parler, ou bien c'est sur cet aspect-là que moi je vais beaucoup plus rebondir parce qu'aujourd'hui, le système éducatif il y a assez de failles. Et déjà, ça commence dès l'établissement de ces règles-là. Voilà. Maintenant, qui est-ce qui veille à ce que ces règles
soient respectées? Est-ce que les dispositions qui sont prises, est-ce que nous tenons compte du fait que les jeunes grandissent maintenant, du fait qu'il y a Internet, du fait que, voilà, sur un plan psychologique, les jeunes fonctionnent de façon assez différente. Donc, il va falloir que les mesures qui soient prises tiennent compte de ces aspects-là. Et si ce n'est pas fait, c'est sûr qu'il y aura une crise de la discipline, comme vous le dites. Et puis, il faut dire que les professeurs maintenant s'en foutent pas mal, si je peux le dire ainsi. Parce que déjà, ils se disent, bon, voilà, on ne nous paye pas assez, les élèves font ce qu'ils veulent, pourquoi nous, on va les contrôler et tout. Et il y a des professeurs maintenant qui sont devenus tellement amis avec les jeunes, à tel point que, bon, voilà, il y a des établissements où vous avez l'impression qu'il n'y a aucune discipline. Vous avez des chefs d'établissement qui, excusez-moi, font la cour aux élèves, qui, entre griffes, sortent avec les élèves et tout. Et Voilà. le fait que le prof fait le cours aux élèves, ça fait partie de la crise en question. Oui, justement, c'est parce que, voilà, s'il y a cette intimité déjà entre ceux qui sont censés respecter, se faire respecter, et ceux qui sont censés représenter l'autorité, les jeunes, comment est-ce qu'il y aura une discipline? Parce que déjà, eux-mêmes ne respectent pas cette règle. C'est difficile pour les jeunes maintenant de se plier aux règles établies. Donc, voilà tout un tas de choses qui, je dirais, à ma foi, sont à la base de cette crise de discipline. Mais quelqu'un dira qui travaille de l'hôtel, vit de l'hôtel. Donc, le prof qui se donne à cet exercice, est-ce qu'il a tort? Ça, c'est. Il faut faire recours à la déontologie. Parce que, est-ce que la déontologie d'un professeur ou bien d'un enseignant l'oblige ou bien lui impose le fait de ne pas se voir ce genre de pratique? Alors, donc, il va falloir que, déjà, même à la base, je pense que les enseignants doivent être formés par rapport à ce genre de choses. Je pense que le système éducatif doit être revu dès la base par rapport à un certain nombre de choses. Déjà, si c'est le salaire des enseignants, si c'est une formation dont ils ont besoin, si c'est un renforcement de capacités, pour les apprendre à faire respecter les règles, pour les apprendre à maintenant aider les jeunes à s'adapter, ou bien pour les apprendre à s'adapter maintenant au fonctionnement des jeunes, pour que ensemble le travail puisse aller pour le mieux. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire hein, sans trop aller dans les détails. Merci. Et mademoiselle Egli, et qu'est-ce qui est la base de cette crise en milieu scolaire selon vous? Je dirais tout d'abord qu'il y a le manque de conscience de mes chers frères, étudiants et élèves aujourd'hui. Parce que je dirais, je n'ai pas vécu dans le passé, mais si vous devez écouter les témoignages de nos grands frères, de nos grandes sœurs, ceux qui ont déjà été étudiants et élèves, ils vous diront qu'il y a une certaine conscience. L'étudiant sait qu'il va à l'école pour apprendre. Il sait la pression qu'il a sur lui. Il sait ce qu'il vit dans sa maison et le pourquoi il va à l'école. Il va à l'école parce qu'il veut devenir quelque chose. Il veut avoir quelque chose. Mais aujourd'hui, la plupart vont à l'école parce que, par exemple, ses camarades vont dans tel établissement. Il veut y aller aussi. Il est en train de vivre. Il veut l'avoir aussi. Il est tout le temps dans l'amusement. Il est tout le temps dans les festivités, oubliant l'essentiel. Je pense que c'est l'une des choses qui cause aujourd'hui ce phénomène. Il y a également, mon grand frère l'avait dit tout à l'heure, le fait que les professeurs, il y a une certaine intimité entre les professeurs et les élèves. Lorsqu'il y a ce lien-là, les élèves ne savent plus quelle est la limite. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Parce qu'aujourd'hui, on est ensemble. On passe la plupart de nos temps ensemble. On mange ensemble, on discute ensemble. Et il y a même de ces professeurs-là qui vont jusqu'à discuter de leur vie intime avec ces élèves-là. Et donc, il n'y a plus de limites. Donc, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. D'accord. Et monsieur Abidouama, quelle est l'importance de la discipline dans un établissement scolaire? Merci encore une fois pour la question. Je vous en prie. L'importance de la discipline, d'abord, l'importance de la discipline, si nous oublions le côté scolaire, d'abord la discipline est importante pour toute personne. Oui. Déjà, si nous sommes disciplinés,
cela nous empêche de nous éparpiller par rapport à un certain nombre de choses. Déjà, moi, je suis psychologue et je vais dire que se discipliner vraiment te permet d'éviter un certain nombre de situations stressantes et anxieuses. Parce que tu es programmé, parce que tu es discipliné, tu te prépares mieux par rapport à un certain nombre de choses. Je donne l'exemple d'un examen que j'ai à passer. D'accord, je veux passer un examen et je sais que c'est parce que je suis discipliné que je sais que je dois mieux m'organiser, respecter certaines choses, respecter certaines, apprendre au moment voulu, ne pas m'éparpiller. Donc ça me permet d'éviter le stress, voilà, ou bien de réduire un peu l'anxiété par rapport à l'examen. Alors, si je parle du milieu scolaire, ou bien si je m'attaque au milieu scolaire, il faut dire que la discipline fait tout. Déjà, il y a des études qui ont été faites en psychologie par rapport au lien qu'il y a entre la discipline et les résultats scolaires. Ce qui voudrait dire que plus le système disciplinaire est efficace, plus ça agit sur les résultats des enfants. Donc déjà, dans une école où il y a assez de discipline, je dirais que cela contribue déjà à l'amélioration euh, des résultats scolaires, bien des performances scolaires. Alors, l'importance de la discipline aussi va dans le sens où cela donne une assez bonne image à l'institution. Parce que ça permet de réduire, comment dire, le désordre qui est observé. Ça permet à tout un chacun de connaître le rôle qui est le sien. Et déjà, ça touche, ou bien ça n'impacte sur l'organisation de la structure. Vous savez avec moi que si une structure est mal organisée, s'il n'y a pas de règles, il est difficile que les choses aillent pour le mieux. C'est la même chose que pour l'école. Si il n'y a pas de règles qui régissent un certain nombre de choses, s'il n'y a pas de discipline qui régit le fonctionnement, je pense que, en tout cas, le système scolaire ou bien l'institution est voué, ou bien le système est voué à l'échec. Donc, la discipline est importante dans le sens où ça permet à l'élève, ou bien dans le milieu scolaire, ça permet à l'élève ou à l'apprenant de prendre conscience de ce certain nombre de choses, de prendre conscience que je suis dans un milieu où je me dois de respecter un certain nombre de choses pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. La discipline également dans un milieu scolaire permet également aux professeurs de se donner beaucoup plus à la tâche plutôt que voilà, de ne pas se dire voilà, j'ai le droit, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Et voilà, ça permet de responsabiliser plutôt beaucoup plus et les enseignants et les élèves et je dirais même le directeur parce que il a une Le directeur, lui, il est le chef. le directeur, il est le chef, mais il a une obligation supposons que c'est une institution publique. Il est directeur, mais il a une obligation de résultat. Il a une obligation de veiller à ce que cette discipline-là soit respectée dans son établissement. Donc cela implique que lui-même, il doit être discipliné. Si je dois veiller à ce que mon institution soit disciplinée, puisqu'il a des comptes à rendre au ministère de l'Éducation et tout. Donc il est impliqué. Donc s'il n'y a pas de discipline, ça voudrait dire que bon voilà, ça va le pousser lui-même à faire ce qu'il veut. Et voilà, ça agit directement sur les résultats scolaires, ça agit directement sur l'école, ça agit directement sur l'éducation et ça agit directement sur voilà, le pays. Parce qu'un élève qui sort d'une école non disciplinée, peut-être, voilà, grandit avec cette absence de discipline, va travailler dans un environnement, peut-être lorsqu'il sera il va évoluer dans un secteur ou bien dans l'environnement professionnel, il n'a pas acquis cette discipline-là à l'école. Il vient, ça lui sera difficile de respecter. Voilà, je suis habitué à venir en retard à l'école parce que, bon, quand je viens, on ne me dit rien. Est-ce que vous êtes sûr que cet élève-là, lorsqu'il va évoluer dans le monde professionnel, bien cet étudiant, il aura cette facilité-là à être à l'heure lorsqu'il doit être au boulot et tout ça là. Et voilà, cela constitue un frein pour peut-être le développement, entre griffes, hein, je vais beaucoup trop loin, le développement du pays. Donc, il faut dire que la discipline, c'est un tout. La discipline, c'est un tout, que ce soit au niveau du directeur, que ce soit au niveau des élèves, que ce soit au niveau des professeurs. Je pense que cela permet de réguler les choses, cela permet le bon fonctionnement du système éducatif en général. D'accord, la discipline, c'est un tout. Donc, et vous convenez avec monsieur Avedouama que la discipline, c'est un tout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'importance de cette dernière? La discipline, elle est très importante puisque quelqu'un qui n'est pas discipliné a tendance à aller dans tous les sens. Quand vous êtes discipliné, vous savez que c'est ce que vous devez faire. Vous asseyez d'abord, vous planifiez les choses, vous dites, voilà, c'est ce que j'ai à faire. Donc, vous le faites et vous n'avez pas du mal à le faire non plus.
lorsqu'une personne est disciplinée, je pense qu'elle sait faire la part des choses. Donc, les élèves, les étudiants qui ne sont pas disciplinés, ils venaient de le dire tout à l'heure, constituent un danger pour la population. Parce que demain, ils seront de futurs parents et ils iront également en entreprise. Ce seront demain des cadres. Et à quoi est-ce que nous devons nous attendre? À ce que dans nos entreprises, nous ayons des résultats médiocres? Est-ce que nous ayons des parents qui donnent comme héritage d'éducation ces mauvais comportements à leurs enfants? Eh bien, je pense que ce n'est pas vraiment ce que nous attendons. Et donc, la discipline doit être ce que nous devons inculquer le plus dans les institutions aux élèves. D'accord. Nous restons toujours dans le chapitre de l'importance de la discipline en milieu éducatif. Et aujourd'hui, toujours est-il que c'est par rapport à ce chapitre que qu'on fait l'élection des délégués quand il s'agit des universités, des majors quand il s'agit des établissements secondaires. Voilà. Donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on fait, et on assiste toujours à ce dérapage au sein de ce milieu. Monsieur Giovanni, oui, vous êtes psychologue. C'est pour cela que je vous adresse de temps en temps ces questions. Oui, qu'est-ce qui fait que, vu l'importance qu'on vient d'établir, tous ces détails qu'on vient de donner par rapport à cette importance, on a toujours du mal à faire avancer les choses et il y a toujours ces cailloux dans nos chaussures. D'accord, merci beaucoup. Cela me permet d'interpeller encore une fois nos autorités parce que nous avons un certain nombre d'écoles. Okay? Et M. Bida ou ma jeune sœur Anna, combien d'établissements aujourd'hui comptent en leur sein un psychopédagogue ou un conseiller d'orientation ou un responsable de l'éducation, si je peux le dire ainsi? Nous avons un proviseur, nous avons un surveillant, nous avons un tas de personnes, ressources, mais qui ne sont pas des spécialistes en la chose. Donc, ce qui fait que déjà, la grande faille, elle est là. Si vous avez un établissement, regardez, bon, je ne vais pas trop comparer aux pays occidentaux et tout, mais regardez la France, regardez le Canada, regardez la Belgique et tout. Dans leurs écoles, dans leurs universités, il y a toujours un psychopédagogue. Et le rôle de ce psychopédagogue-là, c'est de veiller à ce que voilà, cette discipline soit respectée. Quand je dis veiller à ce que cette discipline soit respectée, c'est que vous évoluez dans un environnement où il y a des jeunes, où il y a des enfants. Et les enfants grandissent. Les enfants, disons que c'est la classe, ou bien c'est la catégorie qui est beaucoup plus problématique quand il s'agit d'enfants et jeunes. C'est une catégorie d'âge qui est difficile à maîtriser, avec, sur un plan psychologique, des comportements voilà, qui varient au fil du temps et tout, au fur et à mesure que voilà, nous avons les technologies qui avancent et tout. Donc, vous avez forcément besoin d'un psychologue ou bien d'un responsable en psychopédagogie pour vous accompagner par rapport à la gestion, voilà, pour mettre en place un système de suivi, un système d'accompagnement des professeurs dans le renforcement de leurs capacités pour qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'il faut manager ces jeunes-là. Un instant, quelqu'un devant son écran dira, vous employez des termes forts, psychopédagogue. Oui, je dirais un psychopédagogue, c'est, vous savez, c'est ce responsable-là, quand nous parlons de pédagogie, c'est tout ce qui touche au système scolaire, c'est tout ce qui touche au respect des pratiques en lien avec la scolarité, en lien avec l'éducation et tout ça là. Donc, le psychopédagogue, lui, touche beaucoup plus aux aspects liés à la psychologie, c'est-à-dire à comment est-ce que cette pratique de la pédagogie peut être en lien avec le comportement des jeunes et tout ça là, voilà. Parce qu'il va falloir apprendre à maîtriser le comportement des jeunes, à savoir comment est-ce que les jeunes réagissent par rapport à des situations anticipées et maintenant leur proposer des solutions ou bien leur proposer un accompagnement adéquat. Donc cela ressort du domaine du psychopédagogue. Voilà. Donc déjà la première faille c'est ça, dans nos écoles on en manque. Maintenant, l'autre faille, c'est quoi? C'est la fuite en avant des parents. Parce que si
nous faisons tout ce qu'il faut à l'école. Si le directeur, le proviseur fait tout et tout et tout, si à la maison, l'enfant n'est pas discipliné, peu importe la discipline que l'école met en place, cela sera difficile à l'enfant de respecter cela. Maintenant, les jeunes qui arrivent dans ce système à l'école, est-ce que, comme je l'ai dit au départ, le système de discipline mis en place par l'école, est-ce que cela respecte un certain nombre de facteurs? Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, voilà, j'ai mis en place des règles, des règles, et c'est sûr que ça va fonctionner. Prenons l'exemple des parents qui disent, voilà, tu dois rentrer à 12 heures, tu dois sortir à 17 heures, tu sors, tu dois être toujours accompagné par le chauffeur et tout. Même à récent, on a vu des enfants qui sont calés comme ça, mais qui reviennent avec des grossesses, on ne sait, voilà. Donc, c'est autant de choses qu'il faut voir. Est-ce que le système de discipline qui est mis en place respecte ce nombre de facteurs? Il y a autant de choses comme le fait que, voilà, les règlements mis en place, est-ce que l'enfant a conscience de cela? Est-ce que l'enfant sait que, voilà, ce système qui est mis en place, c'est pour son propre bien, c'est pour l'aider à progresser? Est-ce que ça aura des répercussions à long terme sur l'enfant? Voilà, maintenant à la maison, comment est-ce que l'enfant se comporte? Les parents, est-ce qu'ils adhèrent à ces disciplines-là? Est-ce qu'ils font comprendre à l'enfant le rôle qu'il doit jouer à l'école et tout? Même si on élit un major, ou bien un délégué, qui déjà à la maison, qui n'a pas cet amour pour la discipline, pour le règlement et tout ça là, déjà, même s'il est le délégué, il n'aura jamais voilà, cette discipline-là. Maintenant, si les responsables ne sont pas des leaders en soi, si on fait seulement des élections pour élire des gens parce qu'ils sont populaires et tout, mais ils ne savent pas comment inviter les autres à adhérer à un règlement et tout. C'est normal que dans nos écoles, il y aura... voilà, donc la solution, c'est déjà avoir un psychopédagogue, inviter les jeunes au leadership, apprendre à ces jeunes-là l'importance du fait de respecter ces disciplines-là et les pousser maintenant à se dire, voilà, vous êtes des modèles, vous êtes des exemples, et il va falloir que vous inculquiez un certain nombre de valeurs pour votre vie future. Donc, en gros, c'est cela. D'accord. Et mademoiselle Edwy, je vais vous poser une question, peut-être ça va relever d'un aspect pertinent, mais il faut que je vous la pose. Autrefois, la société aussi éduquait les enfants, mais de nos jours, nous assistons au contraire. Et d'une façon particulière, nous pouvons dire aujourd'hui que la civilisation a négativement influencé l'éducation des élèves ou bien de nos enfants, de nos petits frères. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Je pense que oui, la civilisation a un impact un peu négatif sur la génération d'aujourd'hui. Parce qu'à cause de l'avènement de l'Internet, par exemple, je prends l'exemple de deux étudiants qui étaient en train de discuter il y a de cela quelques jours. L'un d'eux disait à son frère qu'il n'est pas obligé de venir à l'école, qu'il y a Google. Parce qu'il y a Google, il n'est plus obligé de venir à l'école. La plupart aujourd'hui se lèvent et vont sur les réseaux sociaux, histoire de se cultiver. C'est bien vrai d'aller sur les réseaux, mais nous avons aussi des sources qui sont nos proches, ceux qui sont proches de nous, qui peuvent nous instruire, nous donner comment dire, la connaissance que nous devons avoir, compte tenu de ce que nous sommes aujourd'hui. Les instructions nécessaires. Exactement. Mais beaucoup se réfèrent plus aux réseaux sociaux. Oui. Alors que prenons un enfant qui va sur les réseaux sociaux et qui n'a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, il y va, il apprend tout ce que lui, il peut apprendre. Il y a des enfants qui peuvent utiliser des termes aujourd'hui, vous êtes étonnés de savoir que l'enfant, à son âge, il connaît déjà ces trucs-là. Vous vous demandez, mais à notre époque, on ne savait pas tout ça là. La civilisation aujourd'hui, surtout les réseaux sociaux, ont un impact négatif sur les enfants aujourd'hui. Il faut que les parents surtout revoient les fréquentations de leurs enfants et leur niveau. Par exemple, un enfant qui n'est pas assez mature, mais on lui donne un téléphone. Il est tout le temps avec les téléphones et il n'y a pas de surveillance. Là, je crois qu'il y a un danger. Il faut que les parents revoient
leurs enfants et ce qu'ils font sur les réseaux. D'accord. Et monsieur Giovanni, autrefois, je vais vous poser la même question. Autrefois, la société aussi éduquait les enfants, mais de nos jours, c'est le contraire. D'une façon particulière, nous pouvons dire aujourd'hui que la civilisation a vraiment un impact négatif sur les enfants. Et, quel est votre avis? D'accord. Là, je dirais, si je dois donner mon avis par rapport à cette question, Oui. je dirais qu'une heure de temps même n'aurait pas suffi. Parce que, c'est un sujet de dissertation. disons que c'est un sujet de dissertation, mais c'est vraiment un problème actuel que nous, spécialistes en éducation et tout, à chaque fois, je suis en train de réfléchir par rapport à ça. Déjà, cette question a deux volets. Il y a le côté selon lequel, autrefois, il y avait une forme d'éducation qui peut-être n'est plus celle d'aujourd'hui. Et il y a le fait que, bon, vu que nous parlons d'actualité, nous parlons d'aujourd'hui, Oui. il y a, bon, ce que vous appelez par civilisation, je crois comprendre, voilà, les nouvelles technologies, Oui, la voilà, mondialisation. la mondialisation et tout. Alors, qu'est-ce que moi je peux dire par rapport à ça? Autrefois, il y avait une éducation. Vous avez les parents ont tendance à dire à notre temps, c'était pas ça. Aujourd'hui, vous vous comportez comme si, à notre temps, qui es-tu pour parler comme ça et tout, tout, tout. Or, il faut comprendre que les choses évoluent. Oui. Les jeunes évoluent. Oui. Et si je fais encore recours à la psychologie, déjà, la personnalité de l'enfant, l'éducation de l'enfant, Oui. ou bien le comportement de l'enfant est façonné depuis le ventre de sa maman. Oui. C'est-à-dire que il y a des répercussions du comportement de la maman, de l'environnement, qui touchent l'enfant dès qu'il est déjà en contact avec le cordon ombilical de sa maman. Donc il y a des comportements qui se façonnent déjà à cette période-là. Donc, vu que l'environnement évolue, et vu que même la maman, si elle a reçu plutôt une autre éducation, vu que l'environnement autour de l'enfant évolue, ou bien autour du fœtus évolue, l'enfant acquiert déjà un certain nombre de comportements. C'est pourquoi on dit aux femmes enceintes de faire attention par rapport à ce qu'ils disent, à ce qu'ils ressentent pendant que l'enfant même est déjà parce que l'enfant va grandir, développer, excusez-moi, des comportements, tu vas te dire, bah, moi je n'ai pas appris ça, il sort ça du haut, je ne l'ai pas éduqué comme ça et tout. Alors, c'est ce que j'essaie de faire comprendre avec cet exemple, c'est que au fur et à mesure que les choses évoluent, les parents doivent apprendre à adapter leurs pratiques éducatives. Les parents doivent apprendre à utiliser les mêmes armes pour lutter contre les enfants. Nous parlons aujourd'hui d'une génération influencée, comme l'a dit la jeune sœur, négativement par les réseaux sociaux et influencée négativement par la civilisation. Pourquoi les parents ne peuvent pas s'adapter, aller à l'école de cette nouvelle technologie-là pour avoir les mêmes armes pour lutter contre voilà, ce comportement des jeunes? Parce qu'il va falloir comprendre comment est-ce que les jeunes de maintenant fonctionnent, s'adapter, anticiper et pouvoir réagir par rapport à cela. Déjà, c'est ce que les parents n'arrivent pas à faire. C'est ce que les enseignants aussi n'arrivent pas à faire. Maintenant, le fait que les réseaux sociaux influencent l'éducation des jeunes, bien les jeunes de nos jours, c'est vrai, l'influence n'est pas que négative. Il y a des jeunes qui apprennent beaucoup de choses positives sur les réseaux sociaux. Maintenant, en ce qui concerne, puisque nous sommes dans le côté de la discipline ou bien de l'indiscipline, aujourd'hui, si la société n'éduque plus les jeunes, c'est parce que aujourd'hui nous courons assez vite. Avant, les gens avaient le temps de dire à tel enfant, de bâtonner tel enfant qui appartenait à telle autre famille, parce que voilà, mais aujourd'hui, tout le monde est très occupé par ses propres soucis. Et maintenant, tu vas frapper un enfant, on va te dire, qui es-tu pour frapper mon enfant et tout. Donc, ce qui fait que chacun laisse les enfants d'autrui faire ce qu'ils veulent. Déjà, il a ce souci aussi. Et entre-temps, la fois passée, il y a un monsieur qui disait sur une chaîne que qu'il a vu une fille qui a porté quelque chose qui n'est pas bien et il a essayé de la sermonner et voilà, la fille est partie raconter cela à ses parents et ça a devenu bagarre. Oui, c'est justement ce que je dis. C'est-à-dire que il y a de ces parents-là voilà, qui surprotègent tellement les enfants, à tel point que d'autres qui peuvent voilà, conseiller ces enfants se disent, bah, si je fais cela,
Après, c'est pour avoir des soucis et tout. Vous avez des enseignants qui frappent des enfants à l'école parce que l'enfant était indiscipliné, mais après, parce que l'enfant, c'est le fils d'un tel, voilà, ça crée des problèmes et tout. Maintenant, si je reviens à ce problème d'influence négative de la civilisation sur les jeunes, regardez dans nos écoles et tout, regardez dans nos sociétés. Comment est-ce que ça, c'est le grand point d'interrogation que je vais laisser, même dans nos églises, en pleine louange. Ou bien vous avez des membres de la chorale qui se filment en train de chanter. Tu regardais à tel point cette histoire de Snapchat, cette histoire de TikTok est devenue assez problématique. Là, c'est pas une chose qui va se régler comme ça. Dire ou bien faire des émissions pour dire voilà, vous êtes influencé négativement par les réseaux sociaux, il va falloir arrêter ça et tout. Vous avez même des enseignants, des gens vraiment, des responsables d'éducation qui aussi se font influencer négativement par les réseaux sociaux. Là, le problème vient d'où? C'est là-bas, c'est cette source-là qu'il faut chercher maintenant. Et vous êtes aussi psychologue. Oui, justement, c'est le travail que j'essaie de faire avec les jeunes que j'encadre. Travail. C'est le travail que j'essaie de faire avec les jeunes. Comment est-ce qu'il faut les aider à sortir de cette dépendance de... Voilà. Il y a tout le monde qui veut voilà, se faire... c'est que c'est un problème de visibilité. C'est un problème de je veux copier l'autre. C'est un problème de voilà, tel influenceur a fait ça, telle personne se dit influenceuse, et il y a ce challenge, je dois le faire et tout. Il faut faire changer de mentalité aux jeunes. Il faut d'abord les aider à résister au fait de copier ce qui doit être fait. Se dire, bon voilà, pourquoi je suis obligé de faire ce que les autres font? Qu'est-ce que cela m'apporte à moi? Le fait de me filmer en train de faire une vidéo, sortir la langue et tout ça là, ça m'apporte quoi? Ça me donne quoi? Parce que ça, c'est des choses que tu le fais, c'est après tu te dis, ben, au fait, je suis ridicule quand je fais ça, qu'est-ce que... Vous voyez? Donc, c'est des choses qui, au fur et à mesure, prennent de l'ampleur, prennent de l'ampleur. Donc, c'est tout un travail de fond qu'il faut faire et faire comprendre aux jeunes que voilà des répercussions que cela peut avoir. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se filment en train de fumer de la chicha et tout ça là. Mais après, ils oublient qu'ils ont à demander du travail et que ce sont les réseaux sociaux, on va te voir en train de faire ça. Donc, c'est toute une éducation qu'il faut refaire aux jeunes par rapport à tout cela. Et je pense qu'avec le temps, ils vont adhérer à un certain nombre de choses, avec la pratique, avec les mauvaises expériences qu'ils auront à faire, qu'ils auront à tirer de ces choses-là. Ils vont, voilà, ça va un peu changer, je l'espère. Voilà. D'accord. Merci, et monsieur Giovanni et mademoiselle Egli. Les parents et les enseignants ne jouent plus leur rôle, leur partition quant à ce qui concerne éduquer ou bien à ce sens. J'ai compris par les détails que monsieur Giovanni a donné tout à l'heure dans son intervention. J'ai épuisé beaucoup de choses. Et pourquoi les parents et les enseignants ont-ils échoué dans l'exercice de leurs tâches? Je dirais tout d'abord qu'aujourd'hui, nous sommes dans une étape où les parents pensent plus à comment nourrir leurs enfants, leur donner à manger, leur donner leur argent pour qu'ils aillent à l'école, payer leur scolarité et tout, alors qu'ils oublient qu'il y a un autre aspect qu'il faut également revoir. Ils rejettent plus la partie là sur les professeurs. Ils se disent que, bon, je t'envoie à l'école, maintenant c'est la part du prof, c'est pour le prof. Maintenant, le prof, lui, il est là pour tout d'abord donner, dispenser son cours. C'est bien vrai, donner, éduquer l'enfant. Mais je pense que la part du travail, c'est aux parents de le faire. Mais chacun jette la responsabilité sur l'autre. Alors que les deux parties devaient travailler ensemble. Pour que l'éducation d'un enfant soit réussie, il faut d'abord que le parent sache qu'il a une responsabilité. Il doit non seulement donner le nécessaire vital à son enfant, mais également lui inculquer certaines valeurs. Et le reste sera au professeur. Non seulement d'éduquer l'élève, de lui donner le plus de sa formation, mais également de le conseiller, de lui donner aussi sa part. Donc, les deux parties devaient travailler ensemble pour que l'élève ou l'étudiant puisse vraiment avoir le nécessaire. Monsieur Giovanni, merci mademoiselle Aigri. Monsieur Giovanni, j'ai cru comprendre dans son intervention de tout à l'heure que
il y a un désaccord, hein, hein, un manque d'harmonie. Voilà, si je dis désaccord, c'est pas bien manque d'harmonie. Donc, qu'est-ce qui cause ce manque d'harmonie dans ce travail qui doit être fait entre enseignants et parents? Et nous sommes arrivés à ce stade. Oui, merci beaucoup et je remercie la jeune sœur parce que, voilà, argumenter par rapport à un thème qui touche nous jeunes et particulièrement elle en tant qu'étudiante. J'espère qu'elle ne se fera pas lyncher par ses camarades après. Donc, mais il faut dire que c'est vrai, les deux, les parents, parce que quand on parle d'éducation, c'est déjà, il y a une partition qui doit se jouer à la maison, à l'école, Mais et on oublie nous savons que l'enfant ou les élèves passent plus de temps à à l'école. l'école Oui. qu'à la maison. Justement, c'est pourquoi je dis, c'est une responsabilité qui est partagée. Nous mentionnons l'école, nous mentionnons la maison, mais nous oublions également qu'il y a l'église. Au fait, ce sont des endroits où l'église vient la mosquée, hein, si je peux le dire. Oui, les lieux Les lieux de culte, Viennent voilà. chercher quoi dans cet endroit? Non, au fait, nous parlons d'éducation, nous parlons de discipline. Oui. Et inculquer une éducation à l'enfant, il y a l'éducation spirituelle Mm. et il y a l'éducation scolaire à l'école et puis voilà que nous appelons souvent l'éducation formelle et tout, et l'éducation informelle qui est souvent donnée à la maison, le respect de certaines valeurs et tout, mais le respect de certaines valeurs également, comme l'altruisme et tout, sont appris à l'église. C'est pas pour rien qu'on a dans nos églises une école de dimanche où voilà un certain nombre de valeurs données à l'enfant. Voilà, maintenant, puisque nous parlons de partition qui n'est pas jouée à un certain niveau. Ah, les acteurs impliqués. Voilà, déjà je prends le cas de la maison. Oui. Comme l'a dit la jeune sœur, vous savez, les parents aujourd'hui, il y a une fuite de responsabilité. Ce n'est pas forcément, si je vais rebondir sur ce que la jeune sœur dit, c'est pas forcément parce que les parents, certains parents n'ont pas ce qu'il faut pour nourrir les enfants, c'est pas parce qu'ils sortent chercher le pain quotidien. Il y en a qui ont tout, qui ont réussi leur vie, voilà, tout va bien, tout ça là, mais qui continuent de courir. Parce que voilà, toujours entre deux avions et tout ça là, l'enfant ne manque de rien, il est dans une grande école et tout, mais l'affection paternelle, l'affection parentale dont l'enfant a besoin pour, voilà, apprendre un certain nombre de choses, mais pour avoir un certain nombre de comportements, l'enfant ne l'a pas. Au fait, il va falloir que, en tout cas, moi je parle en tant que psychologue, ce n'est pas seulement je t'apprends à ne pas faire ça. Je dois t'éduquer, je dois contrôler, je dois surveiller. Non. Il y a des enfants qui ont des écarts de comportement qui sont indisciplinés juste parce qu'il manque une affection parentale. Vous avez le problème de CST par milieu scolaire et tout. Voilà, les gens ont donné leur avis et tout. J'ai essayé de faire beaucoup d'analyses, j'ai essayé d'aborder, j'ai été appelé dans certaines écoles, j'ai essayé d'approcher des jeunes. Des jeunes m'ont dit qu'ils ont volontairement fait ça pour attirer l'attention de leurs parents. C'est-à-dire que, voilà, à chaque fois, dès que je lui dis que dans mon école, il y a tel souci, dans mon école, il y a des jeunes qui font ça, dans mon école, il y a des jeunes qui ont fait ça, il y a des enfants qui se disent, c'est vrai que c'est sous secret professionnel et tout, mais il y a des enfants qui disent, voilà, moi j'ai fait ça, parce qu'à chaque fois, je leur dis que dans mon école, ça ne va pas. Nous avons publié ça volontairement pour qu'on puisse venir vers l'école et après on va parler, on va leur dire que c'est comme ça. Il y a des enfants qui ont délibérément voulu que, voilà, qui se comportent de façon étrange, de façon bizarre, parce que, voilà, ils savent que lorsqu'ils vont le faire, selon eux, c'est pour punir leurs parents qui n'est jamais disponible pour eux. Donc là-bas, voilà, moi je ne vais pas trop toucher le côté du fait que le parent ne dit pas à l'enfant ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. C'est juste l'absence d'affection, l'absence du parent qui entraîne voilà, un certain écart de comportement. Maintenant, est-ce que les parents, quelles sont les pratiques éducatives que les parents mettent en place? Est-ce que je dois être trop sévère? Est-ce que je dois être assez, voilà, tendre et tout? Est-ce que je dois être entre les deux? Il va falloir que les parents aillent même à l'école de ces pratiques éducatives-là. Est-ce que les parents connaissent leur enfant? Est-ce qu'ils prennent le temps de discuter avec l'enfant? Maintenant, je rejoins l'école. Combien de parents, lorsque l'enfant rentre, disent à leurs enfants, ou bien demandent à leurs enfants, comment est-ce que ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris et tout? Et que l'enfant rentre, voilà, il a le répétiteur et tout, il a l'enseignant et tout, voilà, le parent, lui, il s'en fout pas mal. Mais c'est cette discussion-là, c'est cette connexion-là qui fait que l'enfant se sent en sécurité. Et s'il y a des soucis à l'école,
il vient de le dire. Maintenant, quelle doit être, quand vous parlez d'harmonie et tout, au fait, c'est une synergie, c'est un travail qui se fait en collaboration. Le parent a le devoir d'aller de temps en temps à l'école, demander comment est-ce que mon enfant se comporte. Et si le parent a un emploi du temps très chargé? Si le parent a un emploi du temps chargé, il sait qu'il a un enfant. Et sa responsabilité, c'est de faire en sorte qu'aucun parent, même s'il a un emploi du temps chargé, ne veut voir son enfant devenir délinquant. Alors, il doit tout faire pour aménager son emploi du temps, même si c'est une fois dans le mois ou 2 fois dans le mois, essayer de tout faire pour aller au moins voir. Parce que nous parlons de psychologie, c'est très important pour un jeune de savoir que mon père s'intéresse à ce que je fais. Il y a des enfants qui peuvent le prendre pour une surveillance et tout. C'est que ça ne doit pas être répété. Au moins de temps en temps, venir à l'école, voilà, est-ce que mon enfant se comporte bien, tout ça là. Il peut dire, l'enfant peut se dire, ah, j'ai mon père qui fait attention à ce que je fais. Alors je me dois d'être discipliné pour que lorsqu'il va venir la prochaine fois, on puisse dire, ah, votre fils est impeccable. Donc déjà, c'est un problème c'est une solution qui règle le problème de comportement de l'enfant et tout. C'est un problème c'est une stratégie qui amène l'enfant à également être motivé, de sentir que, voilà, maintenant, les enseignants ont également ce devoir-là de restituer ce qui, ou bien de parler de comment est-ce que, ou bien d'aller même à la maison, ou bien d'avoir un système de suivi qui permet de visiter les enfants à la maison, ou bien de visiter les parents, ou bien de convoquer leurs parents et de leur dire que, bon, voilà, votre enfant, lorsqu'il vient, il est souvent calme, il est ci, il est ça, il est ça. Voilà ce qui se passe. Cela peut attirer l'attention des parents également. Donc, ce qui fait que c'est comme ça que ce travail de synergie doit se faire. Ce n'est pas je dois éduquer l'enfant à l'école, les parents aussi doivent faire ça. Non. C'est un partage d'expérience. C'est pourquoi les écoles doivent organiser de temps en temps des réunions entre parents et enfants, avoir un comité de parents, d'élèves et tout, discuter. Voilà. Il y a toujours ça. Bon, il y a certaines écoles, qui le font, mais il y a certaines écoles qui le font, mais il y a certaines écoles qui se disent, bon, voilà, est-ce que cela va servir à grand chose? Lorsqu'ils font ces comités-là, c'est juste au début d'année pour discuter de ça, voilà, notez que vous aurez à cotiser 200 francs pour tant, mais ces questions relatives à l'éducation de l'enfant, bien à la réussite de l'enfant, ne sont pas débattues. J'ai une fois assisté à une réunion comme ça, où je devais présenter nos services à l'école. Tout ce qui a été débattu, c'est du genre, vous devez cotiser 200, il y a une bibliothèque, les enfants vont venir prendre 300, chez vous, patati patata, et c'est la fin. Rien qui puisse décider du fait que, bon, comment est-ce que nous allons faire pour voir ensemble ce que l'enfant va devenir plus tard, comment est-ce que nous allons discuter, qu'est-ce que nous allons créer pour voir l'orientation scolaire des enfants. Rien de tout ça. Donc, en gros, voilà comment est-ce que, voilà, les parents, les enseignants, même le corps, le système scolaire, si je peux le dire ainsi, doit réfléchir à ce que, voilà, qu'il n'y ait plus ces écarts de comportement au niveau des jeunes. Voilà. D'accord. Et mademoiselle Aigri, avec tous ces impacts négatifs, que nous promet-il l'avenir? L'avenir, je pense que aujourd'hui, vu comment se déroulent les choses, c'est très dangereux. Mais je pense que ça peut aller. Ça peut aller dans la mesure où les élèves prennent conscience du fait qu'aujourd'hui, c'est un temps, c'est une étape juste de leur vie, parce qu'ils auront demain à traverser d'autres choses, qu'ils se mettent en tête que voilà, aujourd'hui, je dois donner le meilleur de moi-même, je dois faire la part des choses, non seulement pour moi, mais pour la génération à venir. Que les parents comprennent que nous ne sommes plus à l'étape où il faut toujours serrer les enfants. Il faut quand même laisser une ouverture, essayer d'avoir une certaine relation plus intime avec leurs enfants, que les professeurs comprennent également qu'il ne faut pas toujours avoir une relation très intime avec les enfants, mais il faut quand même qu'il y ait certaines règles qui doivent être respectées. Il faut également que les directeurs ne viennent pas seulement parce qu'ils doivent avoir un problème avec les professeurs, on doit payer les professeurs et tout ça, mais que les professeurs organisent également en partenariat avec les directeurs des séances pour voir comment amener les élèves à avoir un meilleur niveau. Que ce soit après qu'ils quittent les établissements, comment est-ce qu'après on pourra faire le suivi? Nous voyons aujourd'hui des
des élèves et des étudiants qui reviennent après dans les établissements où ils ont fréquenté pour dire peut-être merci monsieur, vous m'avez vraiment, c'est grâce à vous que je suis devenue telle aujourd'hui, c'est vous qui m'avez impacté. Ça plaît, ça fait chaud au cœur aux professeurs. Donc je pense qu'ils doivent instaurer ce genre de choses également dans les établissements. D'accord. Et monsieur Giovanni, Oui. comment sera l'avenir? Bon, je dirais que l'avenir va dépendre de ce que nous allons faire maintenant pour régler ce problème-là. Parce que plus nous n'entamons pas de procédure ou bien nous ne nous adaptons pas assez rapidement, plus l'avenir sera catastrophique. Mais plus nous anticipons sur ce qu'il y a lieu de faire, plus l'avenir sera, je dirais, pas meilleur, mais bon, voilà, on n'aura pas les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, comme la jeune sœur l'a dit, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est d'identifier la source de ce genre de problème, identifier les failles que nous avons. Déjà, j'ai parlé du fait que dans nos écoles, il n'y a pas de conseiller d'orientation, il n'y a pas de psychopédagogue. Et en ce qui concerne voilà, les motifs de satisfaction, voilà, il y a des concours qui sont organisés par l'État pour recruter des psychologues de l'éducation, pour recruter des psychopédagogues, pour recruter des conseillers d'orientation. Ça, c'est au plan public. J'invite les écoles privées à en faire autant pour que, bon, voilà, au moins, on puisse avoir, ne serait-ce que une bouffée d'air par rapport à cela. Maintenant, j'invite les parents à aller à l'école des pratiques éducatives ou bien des nouvelles pratiques éducatives. Il faut que les parents puissent... Mais vous parliez de nouvelles pratiques éducatives, il y a des anciens aussi. Oui, c'est-à-dire qu'avant, comme ils ont l'habitude de le dire, avant, nous, on ne faisait pas ça. Avant, tu es qui pour me parler comme ça? Avant, tu es qui pour parler de sexe avec ton enfant et tout ça là. Voilà. Quand je dis nouvelles pratiques éducatives, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous revoyions les façons d'éduquer les enfants. Il va falloir que les parents puissent se débarrasser de leur ego et de se dire que voilà, les enfants ou bien les jeunes changent, l'environnement change. Je dois maintenant, moi aussi, apprendre à me comporter avec les jeunes. Je dois également apprendre à voilà, savoir comment est-ce que je dois m'y prendre avec mes jeunes. Donc, c'est également ça au niveau des parents et au niveau des jeunes. Je pense que ce qu'il y a de plus important à faire avec les jeunes, c'est de les aider à prendre leurs responsabilités. Nous avons tendance à taper sur les jeunes. Tu es bandit, tu ne veux plus faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Je vous ai dit que moi, j'ai fait l'expérience avec des jeunes vraiment, qu'on dit délinquants et tout, en leur donnant ce temps de responsabilité, parce qu'ils savent qu'ils ont une obligation de résultat. Et ils savent que parce que j'ai des responsabilités, je dois limiter un certain nombre de choses. Je dois arrêter de faire ça parce que je veux être un modèle et tout. Je dois arrêter de faire ça, aller vers les jeunes, écouter-les. Essayer de leur donner ce qu'ils veulent, pas en leur donnant tout, mais essayer de voir pourquoi ils se comportent comme ça plutôt que de taper sur lui et faites-les devenir des leaders. Vous allez voir que vous aurez des résultats vraiment qui vont vous surprendre. Donc c'est ce qui nous manque et je pense que si cela est fait, l'avenir ne pourra qu'être meilleur. Voilà. D'accord, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission qui s'est consacrée cet après-midi sur la discipline en milieu scolaire, un véritable problème modulaire. Merci à vous qui nous avez suivis, merci à vous mes invités qui êtes ici avec moi, merci à mes collaborateurs. Je ne peux pas fermer les portes de ce palais sans m'adresser à vous encore une fois, mes invités. Monsieur Apédouamela, dites quelque chose à tous ceux qui nous suivent présentement en guise de conseil. Voilà, d'abord, je tiens à vous remercier, vous, pour ces émissions qui vont permettre peut-être aux jeunes, aux parents, aux enseignants d'avoir un peu plus de matière en ce qui concerne l'éducation. Donc, je l'ai dit avant de reprendre la parole, que je conseille les parents, les enseignants, le système éducatif en général, les acteurs de l'éducation, de s'adapter, voilà, aux jeunes de maintenant, aux réalités de maintenant, aux technologies de maintenant, de voir comment est-ce que nous pouvons transformer les failles que nous avons ou bien que nous observons auprès de ces jeunes-là en pratique pour les aider, voilà, à surmonter ce genre de choses-là. Renforcer nos capacités, c'est le plus important.
en matière d'éducation, en matière d'accompagnement des jeunes, en matière de spiritualité, parce que c'est également des choses qui vont de pair. Donc, c'est tout ce que moi je nous conseille. Apprenons encore plus, adaptons-nous, ne passons pas notre temps à voir de la négativité chez les jeunes, chez les élèves. Essayons d'analyser avec un regard beaucoup plus prévoyant les difficultés qu'il y a. Et avec le renforcement des capacités, je pense que cela peut aller aux jeunes. Encore une fois, prenez conscience de votre avenir. Essayez à chaque fois de faire en sorte que demain, vos parents qui investissent des centaines de mille et tout dans votre éducation puissent demain être fiers de ce que vous... Parce que vous aurez des enfants plus tard. Donc, c'est tout ce que moi, je peux dire aux jeunes. Et nous sommes la relève de demain. Nous sommes tous jeunes et j'espère que par la grâce de Dieu, tout ira pour le mieux. Voilà. Merci pour vos brillants conseils. Et mademoiselle Aigri, votre mot de la fin pour clore cette émission. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Oui. Merci d'avoir à vous pour l'invitation. Je dirais à mes frères et à mes sœurs que nous sommes la relève de demain. Demain nous appartient. C'est nous qui aurons à conduire ce pays demain. Si nous ne sommes pas disciplinés, je pense que ça n'ira pas. Donc nous devons prendre conscience de notre état et d'aller de l'avant, de comprendre que nous sommes à une étape, c'est une étape éphémère, elle partira. Et c'est nous qui aurons demain à donner des conseils à nos petits frères. Si nous ne sommes pas des modèles, je ne pense pas que nous aurions ou que nous pourrions leur donner les conseils adéquats pour pouvoir réussir leur vie. D'accord, merci. La discipline de la volonté est le secret des conquêtes durables et de long bonheur. C'est avec cette affirmation que nous fermons les portes de ce palais. Restez toujours branchés sur la chaîne de la vraie différence. Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi à venir. Bonsoir chez vous. Au revoir.